Super. Donc, votre collègue Pat peut-être voudra aller prochain. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Pat Spatafor. Je suis consultante en Ontario et je suis très chanceuse parce que je peux travailler sur le projet Wellbeing, bien-être. Oui, nous avons Bobby en dernier. Bonjour à tous. Je m'appelle Bobby Sainz. Je suis directrice du Workplace Advisor. Et j'ai le privilège d'être assise à côté de Jordanos aujourd'hui. Donc, merci d'être là, tout le monde. Donc, super, on va commencer. Nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous. Et nous avons Connie qui commencera avec la présentation par rapport à la prescription sociale au Manitoba et l'impact que ça a eu. Donc, passons au diapo. Ce ne sont pas mes diapos. Je ne sais pas comment on va faire là. Pat ou Dana, allez-y en premier si vous voulez. Ça va, Dina et Pat? Vous voulez aller en premier? Parce que oui, on peut le faire sans problème. Il me semble que c'était pas en ordre. Ils étaient pas en ordre. Donc, nous sommes très souples, très flexibles. Donc, merci. Donc, Connie, on va vous passer la parole après. Merci, Jordanos. Et merci à ma co-présentatrice magnifique d'être là. Je vais présenter avec Pat Spalpora par rapport au projet bien-être, lien. Donc, c'est pour les personnes âgées en Ontario en ce qui concerne la prescription sociale. Donc, on va partager une vidéo magnifique avec vous aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les sujets d'aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu par rapport à l'association des personnes âgées en Ontario, par rapport au centre de vie active senior, par rapport au projet social de la prescription sociale pour les personnes âgées, les liens au bien-être, par rapport aux ours, comment les gérer. Et on va aussi souligner les données, les résultats, l'impact et l'impact, la vidéo d'impact aussi dans leurs mots. Donc, prochaine diapo. Donc, c'est quoi l'OACAO? Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, donc cette association est un leader reconnu dans le développement de services de qualité, ressources et un soutien pour le réseau de personnes âgées, de centres de personnes âgées. Donc, ça fournit de la plaidoirie, de l'éducation, de la formation, du réseautage et des ressources pour soutenir un réseau de plus de 230 centres pour les personnes âgées dans la communauté et les seniors qui, bien sûr, servissent ces organisations de partout dans la province. Ça aide à faire en sorte qu'ils aient une voix et qu'ils se rendent comme s'ils étaient connectés dans la communauté. Donc, c'est notre année d'anniversaire. Donc, ça fait 50 ans. Donc, nous sommes partout. Nous avons commencé depuis une table dans la cuisine et ça fait 50 ans qu'on est là maintenant. Donc, par rapport au projet Links to Wellbeing, lien au bien-être, savoir avec les personnes âgées en Ontario, il s'agit de soutenir ces personnes âgées qui font face peut-être à des impacts négatifs par rapport à leur santé à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à connecter avec les autres personnes et parce qu'ils n'ont pas les opportunités de le faire. Donc, par rapport à ce projet, donc nous sommes dans la deuxième année d'un projet qui durera 3 ans. Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer des voies par rapport aux personnes âgées et par rapport à ces centres d'activité. Il y a eu beaucoup de personnel qui a changé. Il s'agit vraiment de reconnecter pour qu'il y ait des connexions dans la communauté. Donc, il s'agit aussi d'améliorer la compréhension d'interventions non cliniques par rapport à le bien-être et le service et de servir l'utilisation par voie des données, de la collection des données, de l'évaluation. Donc, nous accumulons
de l'information pour le processus d'intégration. Donc, nous l'utilisons pour démontrer les bénéfices de se sentir en faisant partie d'une communauté, d'un endroit, d'un centre. Donc, il s'agissait vraiment d'apprendre par rapport à la prescription sociale. Nous sommes très contents qu'il y ait quelque chose de ce genre. Nous avons une pratique en Ontario. Donc, nous avons des opportunités pour que les gens se sentent à l'aise, qu'ils puissent continuer à évoluer et qu'ils se sentent positifs à cet égard. Donc, ces centres d'activité de personnes âgées, il s'agit de quoi exactement? Donc, c'est très unique parce que, et j'aimerais bien le savoir, si vous avez visité un centre de ce genre, vous avez visité tous les centres d'activité. Donc, ils sont très uniques par rapport à leur programmation, leur géographie. Moi, j'ai travaillé pour une organisation des seniors à Toronto pour 5 ans. Nous avions 2 centres. Et un d'entre eux faisait face à une population complètement différente et l'autre avait à voir avec des différentes langues. Les programmes étaient vraiment offerts dans les diverses langues. Donc, c'était très unique. Donc, c'est ça la beauté. On peut faire référence à beaucoup de centres de seniors parce qu'ils ont tous quelque chose de différent à offrir. Donc chaque prescription sociale est unique par rapport à ces personnes âgées et les activités sociales sont basées sur ça. Donc, par rapport à une ordonnance sociale, par rapport à une ordonnance ou quoi que ce soit, c'est spécifique. Donc, oui, la personne âgée peut choisir. Oui, c'est une prescription sociale, mais ils peuvent choisir. Est-ce qu'ils veulent faire du sport? Est-ce qu'ils veulent jouer aux cartes? C'est leur choix et c'est ça. C'est comme ça que ça marche, la prescription sociale à cet égard. Je vais passer la parole à ma collègue. Merci, Dina. Merci. L'interprète s'excuse, on a perdu le son. L'interprète s'excuse, il n'y a pas de son. Bonjour à tous. J'ai été sorti de Zoom par accident. Merci, Dina. Dina, réellement, vous m'avez fait réfléchir quand vous parliez de la communauté de la pratique en Ontario et la canadienne. C'est un projet de 3 ans. Quand vous avez parlé de ça, ça m'a rappelé les progrès que nous avons faits dans les dernières années. La prescription solide devient vraiment robuste au Canada. Je pense que c'est tout à fait emballant. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est le chemin pour la référence que nous utilisons pour les projets de bien-être. Cela est resté pareil pendant la durée du projet, mais vous allez voir que les gens qui font la référence ont changé. Généralement, c'est ce que nous suivons. Dina l'a mentionné, les prestataires de soins primaires ou les autres professionnels liés à la communauté, PCP, identifier les clients ou les patients. On a vu une question dans le clavardage ici. Il semblerait qu'il y a un centre de vie pour les aînés. Dina en a parlé et DLA, il y a des bénévoles. Le chemin, le prestataire de soins primaires, il pense que ça, on pourrait profiter d'une intervention hors clinique et littéralement écrire la prescription sociale à cette session locale. Je suis sûr que Dina sera heureuse de partager les outils particuliers que nous avons développés depuis 2 ans et demi avec vous, si vous avez envie de les étudier de plus près. Stop, nous voyons la prescription sociale et un centre de contact désigné qui va connecter les liens l'ambassadeur bénévole rencontre le client et le lie à des programmes qui les intéressent. Je devrais souligner une chose. Dans certaines situations, c'est le personnel. Ce n'est pas toujours le DLA. Ça dépend du centre. Les leçons apprises des données que nous avons recueillies, que Dana a mentionnées, on peut revenir avec ça parce qu'on prend ça pour réellement améliorer les services encore plus.
J'ai mentionné que c'est chemin et je veux souligner que c'est intentionnel comme chemin. L'une des choses que j'ai entendues pendant la journée avec ces belles présentations que nous avons entendues, ça a été que le fait que beaucoup d'organismes ont toujours fait quelque chose lié à la prescription sociale, même s'ils n'appelaient pas ça comme ça. Les différences que nous voyons maintenant, c'est que c'est très intentionnel, c'est quelque chose que nous pouvons tracer, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à l'avantage des aînés pour améliorer les services disponibles pour eux. Vous allez voir une liste là, certains des chemins que nous avons créés pour le bien-être, ça change tout le temps. Il y a des exemples ici. Dans le Nord, par exemple, les ambulanciers, ils sont embarqués il n'y a pas longtemps, peut-être ça fait un an maintenant. Le temps va vite, n'est-ce pas? Mais ça a été fantastique et on travaille de plus en plus avec les pharmaciens et d'autres, les centres de communautaires, l'équipe de santé pour la famille, les docteurs solo. Il y a des exemples. Je pense toujours à la PAP mobile. C'est un véhicule d'infirmière qui a été un instrument pour faire faire des références de clients et de patients. C'est toute une gamme de personnes, comme vous le voyez, peut-être des gens qu'on ne voit pas sur cette liste, mais je vais faire référence dans 2 diapos des branches locales de l'Association de la santé mentale du Canada. Maintenant, je vais focaliser pendant 2 diapos sur les données et un peu l'évaluation et l'impact. Donc, prochaine diapo. On a entendu ça toute la journée. Grande barrière à la participation signalée par les clients. Les coûts de transport. Le transport semble être persistant comme problème complexe au Canada. Quelque chose qu'on entend depuis pas mal de temps. 47% des clients qui sont impliqués dans le projet pour le soutien de programme, les frais de programme de soutien pour le transport, c'est assez élevé comme pourcentage. Il y a une grande raison pourquoi les clients ont été référés à SOX. L'isolement, c'est pas étonnant. Et la solitude, c'est au sommet de la liste. La dépression légère et 20% sont être référés pour développer des aptitudes sociales, explorer leurs intérêts. J'aimerais souligner une chose que vous pourriez voir dans le formulaire de référence, c'est le fait que si quelqu'un doit avoir une intervention clinique pour la dépression plus grave, par exemple, alors là, nous avons garanti que le parti, c'est ça. On fait la référence à ça, que ça peut ne pas nécessairement être le chemin idéal, mais on peut le référer à un autre organisme aussi. Je pense que c'est un point important. On a tendance à penser que les gens qui sont seuls, isolés, sont tout seuls. Pas tout le temps. 45% disent qu'ils vivent avec d'autres. Vous pouvez vivre dans une situation familiale avec un conjoint et vous pouvez quand même être impacté par l'isolement social et la solitude. Et si je veux vous montrer des résultats et d'impact, maintenant, nous avons plus de 80 centres de vie pour aînés impliqués dans le projet, 18 centres de santé communautaire. Vous voyez les sources des références au bas à gauche, centre communautaire, équipe de santé de la famille. Et j'aimerais souligner une chose. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de montrer la vidéo, mais la vidéo est dans la conférence. Je ne sais pas exactement où c'est, mais je l'ai vu dans la conférence. J'aimerais souligner une chose, une histoire. C'est réellement une histoire qui est liée aux données. C'est venu de l'Association pour la santé mentale canadienne que j'ai mentionnée. Elle dit que ça vraiment m'a distrait. C'est sûr que l'un de nos clients n'avait aucune socialisation et maintenant il participe à des programmes 2 ou 3 fois par semaine. Et dans ce cas, ce gestionnaire de cas, mon interview, les Verdanier, dit qu'elle est confiante que la prescription sociale et l'expérience subséquente que l'aîné a connue dans le centre de vie, c'était la raison première pour qu'elle puisse donner son congé à ce client. Je pense que c'est très puissant.
Dina, je pense qu'il nous manque du temps. Donc, je vais montrer la vidéo à la fin, mais on va la montrer. Les gens peuvent la regarder ailleurs, dans le site. Dans le clavardage, on a une équipe remarquable. Il semblerait qu'on est capable de la montrer et on va avoir la période de questions à la fin. Dans ce cas, la prochaine diapo, on voulait terminer notre présentation avec que vous entendiez les mots des prestataires de soins, les centres et surtout les aînés eux-mêmes sur l'impact de la prescription sociale dans leur vie. Prescription sociale. Beaucoup de mes patients étaient des veufs ou des veuves et vivaient seuls. Donc, moi, j'ai fait des références au local, au centre des adultes local depuis pas mal d'années maintenant, parce que mentalement et physiquement, ils avaient des choses à offrir. J'ai été référé ici par ma infirmière, puisque je suis relativement nouveau dans la région. On a eu la pandémie. En gros, j'étais perdu parce que c'était comme me déposer dans un nouvel environnement, parachuté, sans connaître personne. La prescription sociale, c'est une approche holistique des soins de santé et c'est entre clinique et soins sociaux. Ça donne un chemin pour le prestataire de soins à lier le patient à des ressources communautaires dans leur localité. Lorsqu'ils ont mentionné qu'ils avaient la danse, la chorégraphie, moi, je savais que j'allais aller là, j'adore ça. C'est comme si je marchais sur un nuage. C'est très plaisant comme expérience pour moi. Quand quelqu'un vient au programme de prescription sociale, cette personne est accueillie par l'ambassadeur bénévole. Cela aide à enlever du stress de venir dans un centre tout seul, ne connaître personne. Vous n'avez pas besoin d'être seul et isolé de manière sociale. Il y a des ressources et des activités qu'une personne peut entreprendre et s'impliquer. Les communautés sont phénoménales. Je puis dire que je suis en vie à cause d'autres gens de la communauté. 1, 2, 3. 1, 2. Nous avons environ 60 programmes hebdomadaires, tout de badminton, chorale. J'essaye de les lier à des programmes qui, selon moi, seraient appropriés pour la santé physique, la santé mentale. Ça m'a profité à moi parce que je suis nouvelle ici. Et c'est une bonne façon pour moi de sortir et être impliqué avec la communauté. La prescription sociale aide à engager les gens, faire en sorte que les gens s'impliquent avec d'autres. Et ces types de symptômes qu'ils ont présentés aux prestataires de soins sont améliorés sans médicaments ou autres types d'intervention médicale. Beau travail, encore 4. Nous espérons élaborer des nouveaux partenariats au sein de la communauté pour ouvrir à la socialisation pour ces clients qui réellement en ont besoin. Quand on regarde la revue des services sociaux, la prescription sociale a été recommandée et il y a eu beaucoup moins de rendez-vous chez le docteur et une réduction dans les prescriptions. C'est un beau service et c'est quelque chose que les médecins de famille doivent prendre en compte. Si un docteur pense que quelqu'un est seul, isolé, et a besoin de prescriptions sociales, les centres de récréation, c'est l'endroit parfait où aller. La prescription sociale est une excellente avenue pour aider nos communautés à rester actives, rester impliquées, et pour la santé physique et mentale, les deux. Magnifique comme vidéo. Merci de nous l'avoir montré. Je pense que c'est au bon moment
on va continuer à avancer dans nos diapos. Je pense que nous avons Connie qui va parler. L'interprète s'excuse, on a perdu le son. Nous attendons notre équipe de techniciens qui vont passer des diapos. Bobby, peut-être que c'est vous, là. Tout le monde est prêt. On a besoin de petites minutes. Il semblerait qu'il y ait un problème. Je vais voir si je peux montrer vos diapos, Connie, pour qu'on puisse avancer. Voilà. Est-ce que tout le monde peut bien voir? C'est bon? À vous la parole. Allons-y. L'inscription sociale, ça nous donne une chance de réimaginer la manière de nous connecter avec les aînés pour les lier à des programmes et des services dans la communauté locale. Et bravo en Ontario, parce que tout le monde, comme vous avez vu dans cette vidéo, on voit la même chose dans nos 80 centres de par l'Ontario. On se lie à 80 communautés, centres communautaires pour soutenir ça. Nous vivons en vertu de l'Organisation mondiale de la santé, les aînés du Manitoba, ils ont leur communauté, ils veulent la capacité de fonctionner et ils veulent accès à des ressources, des centres pour aînés et avoir le moins de barrières possible. Les communautés favorables aux aînés, on nous a demandé la prescription sociale et au Manitoba, nous utilisons nos communautés favorables aux aînés et nos groupes des centres d'aînés qui sous-tendent la prescription sociale. Les 4 piliers d'une communauté favorable aux aînés, c'est la communication, le soutien communautaire, la participation sociale et l'inclusion sociale et le respect. Ça fait partie de la voie que nous empruntons. Participation sociale au Manitoba, vous pouvez voir à l'écran. On focalise sur l'Organisation mondiale de la santé nous a dit que les communautés favorables aux aînés, nous voulons la capacité de participer de manière formelle et informelle dans la vie sociale et cela dépend d'avoir des activités offertes pour vous par les centres pour aînés, l'accès au transport et aux installations et, bien sûr, la communication. Le modèle au Manitoba, quand on a commencé il y a 11 mois, c'est ce que nous appelons un modèle qui part d'en haut, qui va vers le bas. Je vais aller en bas. Le gouvernement provincial, 3 sous-ministres qu'on a rencontrés. On a rencontré les autorités de la santé au Manitoba. On s'est connecté avec les organismes provinciaux. L'interprète sexuelle, ça coupe beaucoup. Pour activer la Société d'Alzheimer, des centres de ressources, associations des municipalités du Manitoba,
L'interface exclue, ça coupe beaucoup. On s'est connecté à nos leaderships favorables aux aînés, avec des communautés qui indiquent un intérêt et qui sont liées à des centres favorables aux aînés. On a beaucoup d'appels téléphoniques, je m'excuse. Au Manitoba, nous avons quelque chose d'unique comme modèle. Non seulement est-ce que nos centres d'aînés, mais on a des coordonnateurs de ressources pour aînés qui sont financés par la santé du Manitoba. Et cela, moi, j'appelle ça des liens, des ressources en coordination pour aînés dans toute la province. Il y a un lien, des mentors. On aide les aînés dans la communauté pour avoir le soutien local. Donc, au fur et à mesure que nous faisons avancer la prescription sociale, l'affaire principale, c'est de connecter les aînés avec les coordonnateurs de ressources dans nos centres pour aînés comme étant sur la ligne de front pour être prestataires de soins de santé. Nous sommes un groupe sans but lucratif. L'Association des aînés du Manitoba, c'est provincial. Les éléments de notre projet aujourd'hui, nous avons sous-traité avec le docteur Michael Rutledge. Il travaille comme médecin de famille. Il était chef de la santé publique au Manitoba pendant pas mal d'années et il est très favorable aux aînés dans les communautés locales. Nous avons aussi comme sous-traitant Verena Menek qui fait l'évaluation des recherches pour nous et Jim Hamilton qui est avec nous depuis pas mal d'années. Il faisait partie du Conseil national des aînés. Le docteur Michael Rutledge et moi, on s'est connectés avec les prestataires de soins de première ligne dans 4 communautés à ce jour. Nous avons amené dans les 2 réunions, on a des coordonnateurs de ressources pour aînés. L'information pour les prestataires de soins de santé de première ligne a été remarquable. Et nous ont dit que récemment, cette semaine, que c'est ça qu'il nous faut. Les prestataires de soins de santé de première ligne doivent savoir ce qui se passe socialement parlant au sein des communautés. Nos coordonnateurs des ressources pour aînés et centres pour aînés sont l'endroit où aller pour les services non cliniques dans la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes à Winnipeg pour 2 communautés à Winnipeg. L'interprète sexuelle, ça coupe beaucoup. Nous sommes à Brandon, à Killarney, à Selkirk. On a fait des liens avec le centre pour aînés là-bas. À Stonewall, on a rencontré récemment l'autorité de la santé du Sud. On a rencontré Stanback. Et Stanback, c'est une grande ville et on a aussi inclus là-dedans probablement 5 ou 6 autres coordonnateurs de ressources des aînés des petites collectivités. Par le truchement de nos prestataires de soins de santé avec nos coordonnateurs des ressources pour aînés, ils doivent créer un rapport de données à l'un bailleur de fonds mensuellement. Aujourd'hui, les références en prescription sociale sont dans le rapport de données. L'autre chose que nous avons fait, c'est que nous avons créé des ressources en ligne dans notre grand site web. Interprète sexuelle, ça coupe beaucoup. Aussi, on a inclus dans notre site web pour s'occuper de l'isolement, on a un bénévole ou un professionnel en soins de santé. L'impact de collaboration avec la prescription sociale a donné les prestataires
de soutien dans les communautés. On espère que cette initiative va se maintenir pour les années à venir. Les résultats jusqu'à maintenant sont bons. Notre formulaire de référence dans nos 4 régions sont semblables. Celui de Winnipeg a 12 coordonnateurs liés. Notre problème aujourd'hui, nos problèmes, c'est les dossiers électroniques médicaux sont par fax. Hélas, la plupart de nos coordonnateurs des ressources pour aînés font du courriel par PDF. Et ça, c'est notre barrière aujourd'hui. Mais nous travaillons là-dessus. Voici mes coordonnées. Je vais dire une chose. Je passe la parole à Bobby. Merci, Connu. On va changer de diapo maintenant. À vous la parole. Merci. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est emballant comme événement virtuel. On va parler de prescription sociale. Je vais commencer en vous présentant Deviane. Ça représente les connecteurs, nos travailleurs qui donnent du soutien au jour le jour. Ils vivaient une vie parfaite jusqu'à une tragédie. C'était une personne joyeuse. Elle s'est embarquée dans une relation amoureuse qui l'a amenée de Winnipeg en Californie. Ça a commencé par une histoire d'amour par Internet. Pendant 20 ans, Debbie a embrassé la vie américaine avec Walter à côté d'elle jusqu'à ce qu'une tragédie arrive en janvier 2020. Walter a perdu son cancer, a perdu la bataille avec le cancer. Elle a pris la décision de revenir au Canada et dans une petite communauté en Colombie-Britannique où une amie vivait. Deviane a beaucoup de problèmes, aucun revenu, aucun réseau social, aucun logement pour accommoder son vie en chaise roulante. Elle se sentait isolée et elle avait des problèmes émotionnels. Et elle a admis que c'était tellement mal que j'étais suicidaire. Je vais laisser ça pour que ça reste avec vous, mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir avec elle et à son périple. Donc, vous voyez, Centraide fait de la prescription sociale. Ça vient de consultations sociales qui ont été faites en 2018. Ce que nous avons entendu répéter tout le temps, c'est que collectivement, on a besoin de se rassembler pour trouver des meilleures façons de soutenir les gens. On voulait continuer à vivre dans leur maison, dans leur communauté. Après 1 an et demi de recherche et de programmes internationaux et nationaux, ainsi qu'en Colombie-Britannique, on était capable d'arriver avec la prescription sociale. On a demandé du financement à la province. On a souligné l'importance de faire une démonstration comme projet et avec ça, on a reçu du financement pour lancer 19 programmes de prescription sociale de par la province et ça a commencé en 2020. Du début jusqu'en 23, on a eu 200 adultes. On a vu une gamme de facilitateurs qui ont réussi à mettre en œuvre et faire la prestation de ces programmes. Des champions forte relation au sein du système de soins de santé. Ainsi, on a vu des problèmes, des choses comme capacité limitée en médecins de famille, manque de connaissances autour de la prescription sociale, ainsi que de manque de ressources locales. Au cours des 3 années et demie dernières, les résultats que nous avons vus à la suite de la prescription sociale, et ça, c'est courant dans tout ce qu'on voit ailleurs dans le monde, ça inclut augmentation de la qualité de vie pour les aînés, diminution de visites chez le docteur, personnes qui sont capables de rester chez eux le plus longtemps, plus de connexion avec la communauté et augmentation dans le bien-être physique et émotionnel, ainsi que
congé de l'hôpital plus rapide avec une transition plus rapide à la maison pour rentrer chez soi. Je vais me focaliser maintenant sur les résultats d'une série de sessions de probation que nous avons faites en janvier jusqu'à avril de cette année avec nos 20 connecteurs de communauté. On voulait avoir une conversation avec eux sur ce qu'ils pensaient qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, et la manière de voir comment ces programmes peuvent croître au cours des quelques années qui viennent. Ce qu'on a appris de ces sessions, pour nous, ça a aidé à construire, à établir un manuel des pratiques exemplaires, ainsi que toute éducation et formation future qui va aider à soutenir les nouveaux connecteurs et ceux qui existent déjà dans les communautés. Voici un haut niveau d'entente parmi tous les connecteurs communautaires que les programmes de prescription secrète devraient inclure les 4 éléments que nous voyons. Faciliter les connexions pour satisfaire aux ressources de la communauté. On a entendu ça déjà dans notre webinaire aujourd'hui. Co-création d'un plan de bien-être pour les personnes qui ont besoin de suivi plus intensif. Suivi continu, ainsi que expertise du triage pour établir des priorités dans les clients quand ça dépasse la capacité du programme. On a demandé à chacun de ces programmes de travailler avec nous ou travailler sur un plan de développement de l'apprentissage. Et c'est vraiment pour qu'ils puissent identifier ce qui marche bien dans les 4 éléments et là où il devrait y avoir des améliorations au cours des quelques années à venir. On va passer en revue ça avec eux pour déterminer quel genre de soutien il leur faut, comme amener des conférenciers experts, beaucoup de questions importantes sur la manière de gérer ça dans le système de santé que nous avons et d'autres outils comme des techniques de motivation, formation sur la communication avec compassion ou traitement des traumatismes. Tout cela va aider les gens à rester dans leur communauté. Les rôles de connecteurs communautaires, c'est des travailleurs de loin, des travailleurs en bien-être, les navigateurs. Ça, ce rôle a émergé comme étant essentiel au succès des programmes de prescription sociale. Les programmes avec une expérience avec les connecteurs communautaires qui connaissent les ressources dans les communautés et dans la communauté, en général, on a signalé plus de succès et pour faire des références. Donc, de plus, les connecteurs communautaires sont allés au-delà de juste faire des références, y compris offrir des soutiens supplémentaires, à être une ressource, offrir du transport à compagnie et organiser ou développer des nouvelles ressources ou activités pour satisfaire aux nouveaux besoins. Cela suggère qu'il y a du potentiel pour que la prescription sociale ait un rôle plus important chez les aînés pour construire la construction de capacités, mais il y a aussi pour nous la possibilité de surcharger les connecteurs s'ils n'ont pas assez de ressources. Ce qu'on a trouvé aussi, c'était la valeur d'une pratique communautaire pour essayer d'avoir la possibilité de partager avec d'autres connecteurs. Les connecteurs en Royaume-Uni ont signalé le mentorat en tête-à-tête est aussi avantageux. Et de plus, on a vu dans la documentation qu'on parle de stress ou burn-out potentiel quand on s'occupe de participants qui ont des besoins plus élevés ou des besoins plus complexes. Donc, c'est important que les connecteurs reçoivent une bonne formation et un soutien émotif dans leur propre périple personnel. Et la documentation a aussi montré que lorsqu'il y a du renouvellement de personnel, ça peut prendre du temps à reconstruire la relation avec les gens de la communauté. J'ai mentionné la pratique communautaire. Un autre facilitateur qui a été remarqué par les connecteurs de communauté, c'était la valeur d'avoir une communauté de pratique pour connecter et apprendre des problèmes dans le programme de prescription sociale. Nous avons ça en Colombie-Britannique. On rassemble les gens virtuellement, mensuellement. On se voit en personne 2 fois par année aussi. Les connecteurs parlent de leurs préférences dans les réunions pour savoir si ça devrait arriver mensuellement ou bimensuellement. On va avoir des discussions aussi. Et en plus des activités de présentation qui sont structuraux. Un problème essentiel qu'on a vu, c'était de reconstruire les relations avec les médecins de famille, les défis avec les docteurs.
ont été signalés dans d'autres documentations en manque de compréhension de ce que c'est que la prescription sociale et les programmes afférents et le temps que les médecins de famille avaient à consacrer à ça. Les docteurs et légitimer des programmes aux yeux du CM. Ça a été identifié comme étant essentiel pour réussir la prescription sociale. La stratégie qui a émergé de notre travail pour aborder le problème, c'était cultiver cette position de champion. Stratégie qui a été identifiée aussi, stratégie qui a été identifiée par la recherche, et beaucoup de nos connecteurs ont dit que ça marchait mieux quand on se connectait avec d'autres prestataires de services, comme les soins en santé mentale, les visites à la maison. Au l'autre bout du processus de prescription sociale, on a signalé un manque d'organisation appropriée des services pour référer ces personnes adultes aînées. Le besoin de secteur de bénévoles pour soutenir les programmes, ça a été soutenu. Et on dit qu'il y a une idée que la prescription sociale va augmenter les pressions sur des organismes qui sont déjà pressurisés. Le haut niveau d'entente, 70% de nos connecteurs ont dit qu'une évaluation et un processus de triage étaient essentiels. C'était un élément du programme qui a été identifié pour garantir qu'ils satisfaisaient les besoins des personnes qui bénéficiaient de ces programmes. On arrive à la fin de ma présentation. J'aimerais partager aussi que nous sommes ici en Colombie-Britannique avec le soutien de notre ministère de la Santé ainsi que les autorités locales pour leur soutien continu à la prescription sociale. On a reçu un engagement d'augmenter le soutien au cours des 2 prochaines années. Et c'est le reflet de tout le travail d'arrache-pied, la passion des connecteurs qui sont sur le terrain, l'évaluation qui a été faite, ainsi que les recherches et les développements continus d'organismes aident à soutenir. En Colombie-Britannique, on veut continuer d'évaluer et d'apprendre pour qu'on puisse partager nos apprentissages et on espère faire croître les programmes de prescription sociale au Canada parce qu'au bout du compte, c'est une question qui porte sur l'impact que les programmes ont sur la vie des aînés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Bian? Dans ces moments les plus difficiles, un rayon de soleil est arrivé dans sa vie. Un travailleur social a référé Beviane à un programme. Elle est devenue défenseur de ses droits pour les avantages. Elle a reçu des chèques de vieillesse et grâce au soutien Beviane, sa situation financière s'est stabilisée et elle s'est sentie habilitée. Elle a aussi profité de la Sûre populaire, les services de ménage à domicile et a été traitée. Et elle dit qu'elle est la première personne à qui que je vais voir quand j'ai des problèmes. Avec ça, on la remercie pour avoir partagé son histoire. Et merci à tous les connecteurs, les navigateurs pour avoir fait toute la différence. Merci. Magnifique. Merci, Bobby. Très belle présentation. C'est bien d'entendre ce qui se passe de par la Colombie-Britannique de manière tout à fait unique. Je vais faire une transition avec la période de questions. Nous avons 2 questions. On a un panel et on va faire de notre mieux pour répondre à d'autres questions à fur et à mesure qu'elles arrivent. On va avoir des discussions sur ces questions. Première question que j'ai ici pour le panel, c'est quelles sont les barrières pour la mise en place dans vos provinces respectives? J'aimerais commencer par Dina et Pat et ensuite Connie pour parler un petit peu des défis à relever dans votre travail. Merci. Je vais souligner certaines choses pour que je puisse partager. Mais pour ce qui est des barrières dans la mise en œuvre, la plus grande barrière, ça a été la manière de tendre la main. Les prestataires de services, ils sont intéressés au concept.
dit souvent qu'ils sont trop occupés et on cherche toujours les manières de rendre les choses plus faciles pour faire des références. On regarde nos références de par la province et 50% ne viennent pas des docteurs, ça vient des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des diététiciens, gestionnaires de cas, d'autres personnes. Et on est toujours en train d'envoyer des messages, mais on a des grosses barrières. C'est faire passer les renseignements aux bonnes personnes et leur montrer exactement la manière de faire une référence. Et on essaye de rendre la chose aussi facile que possible. L'autre barrière a été les finances et beaucoup sont centrés sur les frais aux membres. On a un donateur privé qui était généreux. On a eu des programmes, des fournitures pour aller à ce programme. Cette barrière va être enlevée, mais c'est des renseignements que nous partageons. On essaie de communiquer avec nos partenaires. Ça va vous aider, c'est facile, ça va réduire les visites et ça va mener à une meilleure qualité de vie pour eux. Merci. Moi, je pensais la même chose. C'était ça que j'allais dire dès le départ. Et ça continue, c'est que les défis pour atteindre les prestataires de soins de santé de première ligne et convertir un intérêt général, comme Dina l'a dit, pour faire en sorte que les références a lieu. On travaille toujours à élaborer plus d'outils, plus perfectionnés pour atteindre ces prestataires de services. Mais je pense que nous devons faire plus pour leur montrer quels sont les avantages pour eux aussi, comment ça peut bénéficier à leur pratique. Les gens que nous regardons, ça va nous aider. Je pense qu'on a de l'attraction. Nous avons la première année de COVID, petit à petit, nous faisions beaucoup, on voyait au-delà des suspects traditionnels. On a fait beaucoup de progrès avec les ambulanciers et on commence à faire des grands progrès avec les pharmaciens communautaires aussi. On pense de manière plus large avec les années sur là où vont les années, qui sont les professionnels en qui ils ont confiance dans leur communauté. Et dans certains cas, peut-être qu'ils connaissent le pharmacien, par exemple, mieux qu'ils connaissent le médecin de famille. Donc, je dirais que ça serait la chose qui a été continue, et j'ai remarqué que Joe, dans le clavardage, a parlé de pratique communautaire. Si vous allez là, c'est là où on voit les choses ensemble avec nous dans la province. Et on peut résoudre des problèmes. Magnifique. Je pense qu'il y a un bon commentaire ici. Je pense qu'il est perdu maintenant. Prestataire de services, ils ne savaient pas. Mais ça fait partie de ça aussi. Vous ne pouvez pas avoir accès quand vous ne connaissez pas. Je pense que ça va être continu comme une partie de ce que nous faisons. Et éventuellement, tout le monde va le connaître. Il y a des défis à relever, mais il y a des manières de relever ces défis de manière collective. Merci beaucoup, Tina et Pat. René, tu voulais ajouter quelque chose autour des barrières de la mise en œuvre? La plus grande barrière de notre côté, c'est le mon manque de sensibilisation d'un certain nombre de couches dans les prestataires de soins de santé. On était dans une réunion récemment avec des prestataires de soins de santé et on nous a donné des recommandations qu'il y a 3. La prescription sociale est tellement puissante et nécessaire qu'il y avait 3 autres réseaux que je ne connaissais pas. Donc, la liste que nous voyons aujourd'hui, les pharmaciens, les ambulanciers et tous, on doit se lier à eux parce qu'ils sont puissants et dans beaucoup de cas, les aînés peuvent avoir construit une confiance envers eux. Merci. Bobby, vous avez parlé des barrières dans votre présentation, mais peut-être que d'autres facilitateurs voudraient parler. Oui, nous avons commencé intentionnellement en 2020 où dans la région, on s'est aligné sur les autorités médicales. Donc, nous déployons notre modèle. Nous travaillons en tandem pour garantir que tout marche. Nous avons choisi une organisation sans but lucratif et avec la division de la pratique de la médecine
de familles. Au début, avant d'avoir les connecteurs sur le terrain, nous avions des communautés qui étaient prêtes. Ils étaient prêtes à faire des références, à faire des prescriptions, et les ressources basées dans la communauté étaient prêtes à recevoir. Et lorsque le secteur communautaire est arrivé, ils étaient prêts pour le succès. Le revers de la médaille, quand on parle des barrières, il y avait d'autres communautés de par la province où on avait les connecteurs. On dit, voici de l'argent, allez-y. Mais il n'y avait pas déjà ce lien que les médecins ils disaient qu'ils ne connaissaient pas la prescription sociale. C'était pendant COVID, ils ont commencé à faire des choses comme livraison du supermarché et prescription pour tout le monde dans la communauté, mais pour nous, les facilitateurs, c'était la collaboration mise en place avec les intervenants multiples qui faisaient partie de ça, avant qu'on arrive. Beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à apprendre d'une promesse à l'autre. C'est une manière d'aborder certaines des barrières. Je vais nous faire avancer avec une nouvelle question avant de passer à la période de questions. On parle de collaboration et de travailler de par les secteurs. J'aimerais qu'on passe au panel. Mais que pensez-vous de la collaboration? De quoi ça pourrait avoir l'air dans votre communauté? Quels seraient les partenariats et avec qui devez-vous vous faire partenariat? On est au milieu de ça maintenant parce que nous déployons une centaine au cours des quelques prochaines années. On est revenu d'une série, je suis revenu d'une série de consultations communautaires où nous sommes allés dans les communautés, nous avons parlé de ce que c'est que la collaboration, de quoi ça a l'air, comment est-ce qu'on définit la coopération et qui on peut amener dans notre sphère. Alors, lorsqu'un connecteur, vous êtes un connecteur, de quoi ça va avoir l'air? Donc, pour nous, en Colombie-Britannique, c'est l'adulte qui est la population ciblée que nous desservons. On regarde qui sont vos organismes basés dans la communauté qui donnent déjà des services sur le terrain. Dans quelle municipalité? Quels sont les centres communautaires qui existent? La subpopulaire, le transport, qui joue un rôle pour mobiliser les avantages pour les seniors de la communauté et qu'ils viennent à la table et parler de la manière comme ils peuvent travailler de concert. Et une fois que c'est établi, on va dire, voici l'argent pour un connecteur. Et comment est-ce qu'on vous soutient pour garantir que cette personne est accessible? Magnifique. Là, nous avons encore 5 minutes. Je passe la parole à Connie sur la collaboration. Absolument. L'une des choses que nous étudions, et ça a été reconfirmé en écoutant un certain d'entre nous aujourd'hui, c'est de prendre nos journées d'aide aux aînés parce que nous rassemblons dans les communautés de par la province tous les soutiens de la communauté. Maintenant, nous allons amener les prestataires de soins de service, les ambulanciers, quiconque, au lieu de faire deux aspects de connexion, nous allons en faire un et les combiner les deux pour trouver où sont les services, les prestataires de soins de santé par le truchement des coordonnateurs de ressources peuvent se connecter et collaborer. Plus de collaboration, plus on peut vieillir chez soi. Il y a des questions dans le clavardage. Je pense au titre de notre session aujourd'hui, comment la prescription sociale transforme le paysage des soins médicaux au Canada. À quelle distance sommes-nous du Royaume-Uni dans la mise en place de la prescription sociale? Je pense que ça varie. En Colombie-Britannique, nous allons sans connecteurs qui aident les aînés à rester chez eux dans les quelques prochaines années. Nous sommes chanceux parce que nous avons tout le soutien du ministre de la Santé pour financer ces positions. Il y a beaucoup de pain sur la planche dans les autres provinces et certaines provinces travaillent d'arrache-pied autant que la Colombie-Britannique. Je pense que ça varie selon la province ou la communauté.
et la population ciblée. En Colombie-Britannique, je dirais qu'on regarde seulement les aînés. C'est pour ça qu'il y a du financement. On pourrait croître beaucoup plus en Colombie-Britannique en ciblant d'autres catégories d'âge. Je veux réitérer ce que Bobby a dit. C'est une question difficile, d'une certaine façon, difficile de trouver une réponse. On a perdu notre interlocutrice. On m'exclut. En Ontario, il y a beaucoup de communautés. Il va y avoir de la variation. Bobby en a parlé. Mais quand Bobby parle, Bobby, moi, je pense, quand j'ai commencé dans ce secteur il y a 4 ou 5 ans, j'ai constamment cité le Royaume-Uni. J'ai constamment utilisé le Royaume-Uni, les Britanniques comme référence. J'ai toujours parlé des statistiques du Royaume-Uni. Et lorsque vous avez fini, moi, j'ai migré dans d'autres choses qui se passent au Canada. Donc, je pense que le Royaume-Uni était fondamental pour nous faire démarrer. Mais je pense qu'avec le temps, cet écart s'est résorbé. Et maintenant, les Britanniques vont nous citer, nous. Pat, vous êtes là? J'observe que nous avons plus de choses à trouver au Canada maintenant. Il nous reste 1 minute. J'aimerais donner à tout le monde dans le panel de nous donner des paroles de conclusion avant que nous terminions aujourd'hui. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Merci de votre intérêt dans la prescription sociale. Plus on continue à en parler, plus les choses vont se matérialiser dans les communautés. Je suis toujours là pour parler de prescription sociale. Merci, Bobby. Sur ce, je vois que nous avons tous les panélistes avec leurs coordonnées. Vous pouvez les contacter. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à nos panélistes.